Bonjour et merci de nous retrouver en ce début d'après-midi pour Bourse Live et une société à la loupe, une société cotée à la loupe. Et cette société, pour la prochaine demi-heure, c'est Michelin. Alors plus qu'une entreprise d'ailleurs, un Michelin c'est quoi? C'est un symbole, une fierté nationale fondée en 1889. Le spécialiste des pneumatiques est un leader international avec 9 pôles de R&D à travers le monde, 128 sites de production, une présence dans 174 pays, excusez du peu, et un effectif mondial de près de 130 000 collaborateurs. Des pneus Michelin, il y en a pour équiper à peu près tout ce qui roule, tout ce qui vole, du vélo à l'avion de ligne, en passant bien sûr par l'automobile et le transport lourd. Mais vous allez voir d'ailleurs que ce n'est pas le seul domaine dans lequel le groupe déploie son expertise et son innovation. Et pour parler justement de son positionnement, de ses résultats, de sa stratégie, de ses ambitions, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Yves Chapeau, gérant et directeur financier du groupe Michelin. Bonjour Yves. Bonjour Laurent. Bon, j'ai fait une présentation assez synthétique. Moi, j'ai envie justement que vous rentriez un petit peu plus dans le détail parce que, comme tous les grands groupes, on a l'impression de connaître Michelin tellement la marque est familière, mais il y a une richesse des métiers, des positionnements qu'on va avoir envie de creuser avec vous. Bien sûr. Alors, comme vous l'avez dit, Michelin, c'est une entreprise qui a 136 ans, qui est née en France, en Auvergne, et qui est surtout connue pour ses pneumatiques, mais qui est aussi une référence en termes de gastronomie et de voyage. Le fameux guide Michelin. Voilà, et d'ailleurs, quand on regarde, nous, le nombre de citations de la marque tous les jours dans les médias, les réseaux sociaux, c'est la partie gastronomique qui ressort. Intéressant. Ce qui est très intéressant. Et c'est une idée de génie d'un de nos fondateurs de créer ce guide en 1900. Il est né en l'année 1900. Il était d'abord donné pour inciter les voyageurs à se déplacer et les guider à trouver d'abord des garages pour réparer leur voiture. Et également, parce qu'à cette époque-là, le fast fitting n'existait pas, donc une réparation de voiture, ça durait en général plus que 2 heures. Un endroit pour se restaurer, voire pour dormir. Voilà donc voilà cette petite histoire et ce petit clin d'œil à l'histoire. Bon, mais Michelin, c'est aussi une entreprise, c'est une entreprise qui se transforme et qui est en train de devenir un leader mondial des composites, et en particulier des composites polymères, et des expériences qui transforment notre quotidien. Et c'est ça qu'on perçoit peut-être un petit peu moins, justement. Voilà, alors c'est un mouvement qui a été initié il y a un peu moins d'une dizaine d'années, à travers des acquisitions, mais également par le fait que nous avons découvert que nous avions un potentiel de R&D très fort, qu'on exprimait surtout dans le pneumatique, mais que cette connaissance des matériaux, et surtout des matériaux composites, c'est-à-dire faire cohabiter ensemble du caoutchouc avec du métal, du caoutchouc et du textile. Donc c'est ce qu'on appelle de l'imprégnation ou du coating en anglais. C'est un vrai savoir-faire, et qu'il y avait d'autres verticales métiers où cela pouvait s'appliquer. Ce qui fait que le groupe a commencé à se diversifier dans ses métiers, mais toujours avec le souci d'avoir cette adjacence liée à nos savoir-faire profonds, en particulier dans le domaine du matériau. Et donc on fabrique aujourd'hui ce qu'on appelle des tissus imprégnés ou des films, que vous allez trouver par exemple dans le tissu des bateaux pneumatiques, que vous allez trouver dans certaines courroies ou dans des joints très très techniques. Et la caractéristique de ces métiers, c'est que comme le pneumatique, ce sont des objets qui sont critiques pour le fonctionnement d'un ensemble plus gros. Si vous n'avez pas de pneus, vous ne pourrez pas faire bouger votre véhicule. Mais si vous n'avez pas de joints dans certaines industries... Ou certaines courroies pour certains moteurs, ça ne marche pas non plus. Exactement. Donc on est toujours sur des applications donc, critiques dans lesquelles la valeur de l'objet qu'on vend est finalement pas très élevée par rapport à l'ensemble qu'elle contribue de faire fonctionner. Et puis des domaines dans lesquels, grâce à notre expertise, on est capable de développer, d'apporter de nouvelles solutions, que ce soit en termes d'efficience, c'est-à-dire par exemple des courroies qui nécessitent moins d'énergie pour mouvoir un système de bande transporteuse ou un système de convoyeur, ou bien des joints qui vont ne plus utiliser certains matériaux qui sont chimiquement nuisibles pour la santé. Oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, on le voit, Michelin c'est plus que ce qu'on imagine spontanément. Comment évoluent malgré tout les différents métiers du groupe? Et puis, question dans la question, mais vous y avez déjà un petit peu répondu finalement par l'innovation, comment le groupe conserve le coup d'avance par rapport à une concurrence qu'on imagine assez facilement, assez féroce, il faut le dire. Voilà. Alors, bon, Michelin, quand je résume souvent par quatre forces, quelles sont les 4 forces essentielles du groupe? D'abord, c'est la qualité de ses équipes et l'engagement de ses équipes. Nous avons aujourd'hui un taux d'engagement qui est proche de 85%, qui est la cible qu'on s'était fixée à l'horizon 2030.
c'est un esprit pionnier, d'innovation, permanent. Les équipes de Michelin, elles aiment résoudre des problèmes difficiles et apporter des solutions innovantes à leurs clients. Et puis également, c'est des savoir-faire techniques dont j'ai déjà un peu parlé, qui se déploient mondialement. Et puis c'est une entreprise qui a en fait un footprint, si je le regarde à la fois sur le plan géographique, donc en gros entre 35 et 40% en Europe, équivalent en Amérique du Nord et un gros 25% dans le reste du monde, mais également une exposition à des métiers très différents. Alors nous sommes connus pour le pneumatique, mais dans le pneumatique, il y a plein de pneus. Beaucoup de pneus. Dire, ouais. Il y a des pneus pour l'automobile, c'est à peu près la moitié de notre chiffre d'affaires, mais il y a aussi des pneus pour le camion. Donc là, on est vraiment très lié au GDP, ou le camion et le bus, donc le transport en commun ou transport routier. Et puis il y a tous les pneus de spécialité qui vont de l'avion jusqu'aux mines, en passant par l'agriculture, par ce qu'on appelle la logistique, donc tout ce qui est les chariots élévateurs, mais également les gros chariots élévateurs que vous trouvez dans les ports, qu'on appelle des cavaliers, qui déplacent les conteneurs. C'est ça, voilà. Donc une diversité d'applications très grande, et en général donc qui obéissent à des cycles qui sont parfois un peu décorrélés les uns des autres. Donc ça, c'est parfait pour la résilience du groupe aussi. Ça contribue fortement à la résilience du groupe, effectivement. Bon, justement, il faut qu'on parle un petit peu chiffres. On est quand même sur le plateau de Boursorama. Publication récente des chiffres du premier trimestre. Dans un environnement, on va y revenir, très incertain. Malgré tout, des objectifs annuels maintenus. Justement, Yves, comment vous voyez se dérouler la suite de l'exercice, forcément dans un contexte dont on parle beaucoup, sans doute beaucoup trop, de guerre commerciale? Alors effectivement, un premier trimestre où on a annoncé un chiffre d'affaires en baisse, surtout tiré par des volumes en baisse, mais avec une très forte compensation grâce à notre effet mix. Donc on vend des produits de plus en plus sophistiqués et prix. Et ça, c'est une des forces aussi de Michelin. Et c'est une force de prix. Puisque, j'ai oublié tout à l'heure, je l'avais dit au départ, mais une des grandes forces du groupe, c'est sa marque également. Bien sûr. Et ça, c'est un point important. Alors, un contexte, effectivement, qui est assez unique, en ce sens qu'on voit tous les marchés, ce qu'on appelle du premier équipement ou de la première monte, que ce soit pour l'automobile, pour le camion, ou pour les spécialités, en retournement, je dirais, depuis le printemps ou l'été 2024. D'accord. Et ça s'est un peu accéléré en fin d'année et en début d'année 25. Donc, dans un contexte marché qui est très, très défavorable, même si l'essentiel de nos ventes sont faites au remplacement, mais la première monte fournit des volumes importants qui absorbent des frais fixes, notamment industriels, et pas uniquement. Voilà, donc ça, c'est un élément de contexte qui est compliqué. On a toujours dit qu'on aurait une répartition de notre résultat assez déséquilibrée entre le premier et le deuxième semestre, parce qu'on espère avoir un léger rebond au deuxième semestre, en particulier dans certains segments de la première monte, que l'on sent, notamment en Europe sur le camion, mais également légèrement sur l'automobile également. Et puis des marchés du remplacement qui restent malgré tout résilients, puisqu'ils sont beaucoup plus liés aux kilomètres parcourus pour les usagers, pour leurs véhicules. À un certain moment, il faut changer cette... Ou aux tonnes de produits transportés par les transporteurs. Et donc des marchés qui devraient être un peu plus résilients sur la deuxième partie de l'année. Voilà. Cet aspect guerre commerciale, vous l'intégrez comment? Ça vous pénalise vraiment, ou justement de cette empreinte internationale vous permet un petit peu de passer à travers les gouttes? Alors Michelin a toujours eu une stratégie qu'on appelle local to local. Pour utiliser un barbarisme, on essaie de produire au plus près de nos clients. Néanmoins, il y a certaines usines qui sont spécialisées et qui distribuent dans le monde entier, parce qu'on ne peut pas produire certains produits qui sont en quantité limitée partout dans le monde. Globalement, si je prends le cas des États-Unis, puisque je suppose que c'est là... C'était un peu l'exemple que j'avais en tête. Les États-Unis, 70% de ce que l'on vend aux États-Unis est produit aux États-Unis. Et d'ailleurs, 70% de ce qu'on produit aux États-Unis est vendu aux États-Unis. D'accord. On exporte des États-Unis 30% de la production locale et on importe 30% des ventes aux États-Unis. Et le gros lien entre les États-Unis et le reste du monde est beaucoup avec le Canada, où nous avions une implantation industrielle historique et qui représente à peu près 15% de nos ventes aux États-Unis. Voilà. Donc ça rend le groupe assez résilient. Quasiment tout ce que nous vendons en Chine est fabriqué en Chine, tout ce que nous vendons en Asie du Sud-Est est fabriqué en Asie du Sud-Est. Et l'Europe
qui a été à un moment dans le groupe une base d'export et surtout en fait concentrée sur elle-même et sur servir ses propres marchés. Donc cette stratégie, elle nous protège dans une certaine mesure. Elle ne nous protège pas, par contre, quand les États-Unis mettent en place des droits de douane sur l'acier. Eh oui. Voilà. Oui. Donc, qui rentrent pour partie dans composition qui rentrent de produits. pour partie, parce qu'il y a de l'acier dans un certain nombre de produits. Oui. Donc, bon, effectivement, ça va impacter nos coûts de revient. Néanmoins, ce qui nous pénalise pratiquement le plus, c'est surtout le degré d'incertitude qui paralyse l'investissement, qui incite les consommateurs à épargner plutôt qu'à consommer. À retarder parfois leurs achats. À retarder leurs achats, à retarder l'achat d'un nouveau véhicule. Voilà. Et donc, ça, couplé avec le fait qu'on voit bien la transition, notamment vers le véhicule électrique, et pas quelque chose d'homogène. De linéaire et de si rapide qu'on le pensait. Ça ne sera pas linéaire, mais ça, on pouvait s'en douter. Il y a des régions dans le monde où ça va plus vite. La Chine, où j'étais il y a quelques semaines, est déjà à 26% de véhicules électriques vendus voilà, avec des villes comme Shanghai où on est quasiment à 50 déjà. D'accord. Les États-Unis sont plutôt autour de 5-6 et l'Europe autour de 15%. Donc on voit bien que, mais par contre le consommateur européen, même celui qui a envie d'acheter une voiture aujourd'hui, il ne sait pas toujours s'il doit acheter une hybride, une électrique, voilà. Oui. Et ça pèse également sur la bonne tenue des marchés. Si on regarde à un petit peu plus long terme, aujourd'hui, quelles sont vraiment les grandes orientations, les grandes priorités stratégiques de Michelin? On l'a dit, alors que finalement, même la place de la voiture, en tout cas dans nos sociétés occidentales, est peut-être plus aussi évidente. Alors, c'est une vision effectivement très occidentale. Oui, peut-être. Hein. Parce que la classe moyenne indienne ou la classe moyenne chinoise, pas ces questions. elle aspire à avoir un véhicule. Donc effectivement, et puis c'est une vision, j'allais presque dire, parisienne. C'est vrai. Ou londonienne. Quand on habite en Corrèze ou... on a besoin de sa voiture. On a besoin de sa voiture. Ouais. Donc il faut aussi relativiser ce point de vue-là. Parce que quand on regarde, même en France, quand on regarde les kilomètres parcourus année après année, on n'observe pas de déclin. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, il pourrait y avoir moins de véhicules, mais s'ils sont plus utilisés par de l'autopartage, par différentes formules, à la sortie, en fait, en usure de pneumatique, c'est la même chose. On sera rendu au même résultat. Donc voilà. Donc ça, c'est un point important. Alors, dans les grandes orientations stratégiques, je vous l'ai dit, on veut redéplacer le centre de gravité du groupe vers conserver un cœur dans le pneu, qu'on complétera avec deux principales adjacences. Celle dont j'ai parlé sur les matériaux composites, toujours en général à base de polymères. Et puis également une autre adjacence liée aux véhicules connectés. D'accord. Parce que pour être un excellent manufacturier de pneumatiques, il faut avoir une connaissance très intime des usages de la route. Non seulement des usages, mais des véhicules, de l'état des routes, des comportements des conducteurs. Voilà. Et donc maintenant, grâce au numérique, on collecte énormément de données. On a plusieurs centaines de milliers de véhicules connectés à travers nos filiales d'une division qui s'appelle Michelin Connected Mobility. Et puis, on a aussi on va avoir de plus en plus des pneus connectés. On n'est qu'au début de la digitalisation de cet objet rond là aussi, et noir, des pneus intelligents, enfin plus intelligents, voilà. Parce qu'ils le sont déjà en partie. Voilà. Pour donner quoi, peut-être en termes de répartition de chiffre d'affaires, ce nouveau Michelin qui est en train de s'écrire devant nos yeux? Alors, on s'est fixé un objectif qui est d'être au moins à 20% de chiffre d'affaires hors pneumatique, sachant que nous étions l'an dernier à 16%. 16%, ça comprend 5% dans les composites, donc les joints, les courroies, les bandes transporteuses, les tissus techniques, et environ 11% entre les services et la distribution. Parce que Michelin est aussi présent à travers la distribution de pneumatiques, mais pas uniquement, de services aux flottes. Et, voilà, donc ça fait 16% qu'on veut amener au moins à 20% d'ici là, avec une très forte priorité dans le domaine des composites. Bon, il y a aussi une autre marque de fabrique de Michelin, c'est d'intégrer les critères ESG, environnementaux, sociaux, de gouvernance pour produire mieux, de façon plus responsable. Yves, on a le sentiment que cette thématique-là, au moins pour certains gouvernements,
elle est en train de passer peut-être un peu, ou de revenir à l'arrière-plan, et on voit même en Europe, on a presque l'impression que les enjeux de souveraineté ou de réarmement ont pris le pas. Je sais que c'est un engagement important pour Michelin. Quel est aussi le cap que vous fixez dans ce domaine ? Alors bien sûr que les gouvernements peuvent évoluer au fil des élections, mais néanmoins l'humanité est quand même confrontée L'enjeu, il reste là, à certains challenges. Le réchauffement climatique, aujourd'hui il est évident, enfin, on le vit, à la fois par des événements extrêmes, mais également quand on regarde les données qui sont publiées régulièrement. Donc le groupe a défini, d'abord le groupe a un modèle d'affaires qui consiste à dire finalement la performance d'une entreprise, on ne peut pas la regarder uniquement sous l'aspect financier. Et c'est un directeur financier qui me dit ça. Voilà, et la comptabilité qui a je suis expert comptable, la comptabilité a plein de vertus, mais aujourd'hui elle ne reflète pas tout à fait tous les éléments de performance. Et donc on souhaite, nous, avoir une vision à 360 degrés de notre performance, avec bien sûr la performance économique et financière, mais également l'impact sur les personnes, la performance du point de vue humain, et puis sur l'environnement. Et à ce titre-là, en 2021, on a publié une vision qu'on appelait Michelin in Motion 2030, dans lequel on a détaillé notre stratégie, mais également dit, ben voilà, notre stratégie, elle sera réussie en fonction de 12 indicateurs. D'accord. 4 indicateurs relatifs à la performance économique et financière, qui sont très classiques, 4 sur les personnes et 4 sur l'environnement. D'accord. Si je prends par exemple l'environnement, on a bien sûr l'enjeu de la décarbonation, de notre propre chaîne de valeur, mais également, enfin de nos propres opérations, mais également notre chaîne de valeur, donc en amont, nos fournisseurs, et puis en aval, puisque nous on émet 2 millions de tonnes, un peu plus de 2 millions de tonnes de CO2 dans nos usines. L'utilisation des véhicules équipés par notre pneumatique, en considérant que le pneumatique contribue à peu près un quart en moyenne à l'émission de CO2 du véhicule, ben c'est une centaine de millions. Donc on est sur des proportions. Voilà. Et donc, un engagement de Michelin, par exemple, c'est de continuer à réduire la résistance au roulement de nos pneumatiques. Donc on s'est fixé une ambition de moins 10% entre 2030 et 2020. On est déjà à moins 4,4 à fin 2024. D'accord. On a un enjeu également d'utiliser de moins en moins de matériaux d'origine fossile. Alors, on a un gros matériau renouvelable qui est le caoutchouc naturel. Oui, c'est ça. Le caoutchouc naturel. On utilise aussi du caoutchouc synthétique qui aujourd'hui est pétrosourcé. Donc, on est aujourd'hui à 31% de matériaux soit renouvelables, soit recyclés. D'accord. On utilise de l'acier recyclé. On utilise aussi des cendres d'écorce de riz. Il va falloir m'expliquer à quoi ça sert. On fait de la silice avec. D'accord. Voilà. Donc on est engagé dans cette transformation et notre ambition là aussi, c'est d'être à 40% de matériaux soit recyclés, soit renouvelables en 2030. D'un point de départ qui était à 2025, à 25% en 2019. D'accord. Donc voilà, donc ça c'est un exemple très concret. Oui. Dans le domaine des personnes, vous allez retrouver les indicateurs notamment d'accidentologie. Donc, on a déjà diminué d'environ 2,5 le taux d'accident du travail. Et on a des ambitions de continuer de réduire année après année ces taux d'accident du travail. Mais nous avons également l'indicateur d'engagement des employés qui est aujourd'hui à 84,7. On vient de chiffres qui étaient plutôt autour de 75% dans les années 2015. Une belle progression, Voilà, et on veut arriver au moins à 85 d'ici la fin de la décennie. Donc voilà, donc on a cette... c'est comme ça qu'on exprime une stratégie qu'on essaie d'équilibrer entre les différents pôles, en ayant toujours, bien sûr, conscience qu'au centre, il y a le client, qui est celui, en fait, qui nous fait vivre. Bien sûr. Le thème de ce Bourse Live, on le sait, c'est le maman européen. Y a-t-il un maman européen ? C'était l'occasion de se demander ensemble, aujourd'hui, quelle est la présence de Michelin dans son berceau historique, tant en termes de base de clientèle que opérationnelle, finalement. Alors, je vous ai dit, l'Europe, c'est suivant les fluctuations des devises, c'est autour, je crois, de 36% du chiffre d'affaires du groupe. D'accord. Mais c'est d'abord notre base historique. Le groupe est né à Clermont-Ferrand, son siège est à Clermont-Ferrand. L'Europe, c'est à peu près un peu moins de la moitié des employés du groupe, donc un peu plus de 60 000. Mais c'est également là où on innove. C'est là où se trouve notre principal centre de recherche, à Ladoux, à côté de Clermont-Ferrand. C'est également là où, en général, on initie de nouvelles technologies, de nouveaux projets.
On vient d'annoncer le lancement d'une usine dans la vallée du Rhône qui va produire une molécule qui va nous permettre de produire des résines ou des colles biosourcés, donc sans formol, sans résorcinol. Le premier site est en France. Donc en général, toutes les initiatives du groupe, et notamment les initiatives stratégiques, partent de l'Europe. Ouais. Voilà. Et c'est à ce titre que l'Europe a un rôle clé dans l'organisation du groupe. Bon, justement, je pense que beaucoup d'observateurs, vous avez dû en entendre parler, parce qu'on a été beaucoup à regarder l'audition du président de Michelin, Florent Menegaux. C'était en début d'année, c'était dans la commission des affaires économiques. Leçon de pédagogie, unanimement saluée, et il expliquait justement que les décisions réglementaires, elles rendaient parfois très compliquées derrière les décisions entrepreneuriales ou stratégiques. Vous avez déjà un petit peu répondu, mais ça m'a inspiré cette question. Est-il encore possible d'innover en Europe ? Quand je vous écoute, c'est oui, c'est encore possible, mais peut-être pas simple. Je ne sais pas. Oui, c'est encore possible. Oui. C'est effectivement pas simple parce que lorsqu'on doit mettre à l'échelle certaines activités, on est pénalisé en Europe, en particulier lorsqu'on est comme nous, un industriel qui transforme de la matière. Quand vous transformez de la matière, ça veut dire que vous la malaxez, vous la chauffez, donc vous avez besoin de beaucoup d'énergie. D'énergie, oui. Or, vous le savez, le coût de l'électricité est 2 fois plus élevé en Europe qu'aux États-Unis. Le coût du gaz est 3 fois plus élevé en Europe qu'aux États-Unis. Et quand on regarde simplement nos propres usines, et ce que Florent a montré lors de son audition au Sénat, en fait, nos coûts de revient en Europe par rapport aux 2 autres grandes zones que sont les États-Unis et la Chine, se sont détériorés entre 2019 et 2025. C'est comme courir avec un gros poids. Voilà, donc ça, c'est un handicap. Ouais. Qu'on doit, avec également en général un modèle social qui est plus généreux, mais dont il faut assumer le coût et qui pèse notamment sur le coût du travail. Et puis parfois également une réglementation qui se veut sans doute, d'abord qui est complexe, parce qu'une directive européenne, elle est parfois déclinée différemment dans 27 pays. Dans les différents États membres. Avec certains États qui peuvent faire de la surtransposition. Oui. Et donc ça impacte effectivement les entreprises qui sont présentes comme nous. Michelin a bâti sa première filiale hors de France en 1903 en Italie. Oui. Donc nous avons des usines. Ça ne date pas d'hier. Voilà, ça ne date pas d'hier. Oui. Donc pour des groupes comme nous qui sont implantés de manière très diffuse dans l'ensemble du territoire européen, c'est effectivement un élément qui est pénalisant. Et de ce point de vue-là, effectivement, c'est faisable, mais c'est challengeant d'innover en Europe. Voilà. Justement, peut-être, qu'est-ce que l'Europe pourrait faire de mieux, de différent pour simplifier, j'ai envie de dire, un petit peu la tâche de ces entreprises ? Puisqu'on entend aussi parfois des discours volontaristes en disant, voilà, il faut aider les entreprises européennes. Qu'est-ce qu'on pourrait leur suggérer aux autorités européennes, justement ? Alors, au début, d'ailleurs, lors d'une précédente question, vous avez parlé de la question de l'énergie. Oui. Voilà. Je pense que quand on lit, par exemple, la décarbonation en Europe, pour moi, elle est complètement liée à l'autonomie stratégique de l'Europe. Une des raisons pour lesquelles l'Europe doit mettre le paquet sur les énergies renouvelables, mais aussi sur le nucléaire. C'est la souveraineté. C'est la souveraineté. Oui. C'est pour être beaucoup moins dépendant et avoir à terme donc des coûts que l'on maîtrise davantage par rapport aux grandes régions concurrentes de l'Europe. Ensuite, c'est probablement alléger la fiscalité directe et notamment la fiscalité sur le travail, qui pèse et particulièrement dans des pays comme la France et qui est très lourde. Éviter la fragmentation des régulations entre les pays. C'est ça, oui. Et harmoniser le plus possible cette réglementation. On a fait aussi des choix en Europe qui étaient de favoriser une Europe du consommateur. Mais il faut aussi favoriser une Europe du producteur. Oui, bien sûr. Et de ne pas systématiquement faire peser les contraintes sur le producteur, mais également faire en sorte que le consommateur soit conscient quand il achète quelque chose de l'origine du produit, des conditions dans lesquelles ce produit a été effectué. Et de ce point de vue-là, ce dont on a besoin également, c'est que l'Europe fasse en sorte que les entreprises européennes, les entreprises qui produisent sur le territoire européen, soient dans une situation de concurrence normale pas par rapport à leurs importateurs. Alors, il y a des initiatives qui sont lancées, comme le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, mais
qui commence par les matières premières, donc qui a plutôt même l'effet inverse, puisqu'il aurait tendance... Qui va vous pénaliser parce que vous allez... Voilà, parce qu'il vaut mieux importer un produit déjà transformé oui. que le transformer sur le territoire européen. Voilà. Donc il faut aussi que l'Europe réfléchisse à comment rendre l'Europe plus compétitive pour ses producteurs, et pas seulement pour ses consommateurs. Ouais, très clair là-dessus. On va forcément terminer en évoquant le parcours de l'action Michelin. Moi, j'ai retenu ce chiffre. Vous le communiquez, le titre qui délivre un rendement total pour l'actionnaire de 130% sur les 10 dernières années. Ça, c'est quand on inclut le dividende et l'appréciation du cours. C'est important pour vous, l'actionnariat individuel? C'est quelque chose que vous valorisez chez Michelin? Alors oui, d'abord, vous le savez, Michelin donc, est une société en commandite par action. Et c'est une valeur qui est aujourd'hui essentiellement nominative. Donc nous connaissons nos actionnaires. Ce n'est pas nous qui tenons le registre de nos actionnaires, c'est un établissement financier, mais on connaît nos actionnaires et on est attaché à cette relation-là. On a créé un comité d'actionnaires individuels il y a déjà de longues années, que l'on renouvelle régulièrement. Et aujourd'hui, 11% du capital de Michelin est détenu par des actionnaires individuels, essentiellement français, auquel il faut ajouter 2,6% de salariés actifs. Dans les 11%, on a quelques anciens salariés, des retraités. Voilà. On a mis en place donc plusieurs initiatives pour favoriser l'actionnariat individuel. En 2021-22, on a divisé le nominal de l'action par 4 pour rendre l'action plus accessible, voilà, y compris pour nos propres salariés dans différents pays. Et puis, on fait vivre ce comité d'actionnaires individuels en les invitant assez régulièrement, en les consultant. C'est eux qui posent les premières questions lors de la session de questions-réponses à l'Assemblée générale. Voilà. Donc voilà, pas mal d'initiatives. Peut-être un petit mot pour conclure justement aux investisseurs qui nous regardent aujourd'hui, qui n'ont pas franchi le pas, qui disent tiens, pourquoi pas devenir actionnaire de Michelin? Alors, je pense que ce qui caractérise tout de même Michelin, c'est sa résilience. C'est-à-dire que Michelin est une entreprise qui, dans les 20 dernières années, a affronté plein de crises, a traversé beaucoup de cycles et a en permanence amélioré sa performance économique et financière. Le groupe a quasiment doublé son résultat opérationnel dans les 15 dernières années, a multiplié par 3 sa génération de cash flow libre. Donc Michelin, c'est une entreprise résiliente qui investit dans des secteurs en forte croissance. Notre volonté d'investir dans ce qu'on appelle les composites polymères, c'est aussi pour exposer le groupe à des secteurs plus dynamiques comme l'aéronautique, la santé, l'industrie. Voilà, donc c'est une entreprise qui se modernise, qui se transforme en permanence et qui s'engage à délivrer une performance globale pour tous ses stakeholders et bien sûr en particulier ses actionnaires. Bon voilà, explication passionnante, éclairante sur les métiers, les ambitions de Michelin, signé Yves Chapeau, gérant et directeur financier du groupe. Merci beaucoup Yves. Je vous remercie de m'avoir reçu Laurent. Voilà, et on continue bien sûr sur Bourse Live, c'est pas fini puisqu'on se retrouve tout à l'heure avec Edmond de Rothschild Asset Management. On continuera bien sûr sur notre thématique européenne. On s'intéressera aux petites et moyennes valeurs, les small et mid cap, pour essayer de tirer parti de la dynamique européenne. Restez avec nous, merci beaucoup.